Parfait. Donc, bonjour, bienvenue à tous. Je vais répéter encore une fois, juste pour que vous puissiez avoir accès là, à la meilleure vue possible. Donc, à aller dans votre icône en haut à droite, affichage, et sélectionner la fonction intervenant pour que vous puissiez voir chacun des panélistes quand on va prendre la parole. Sinon, ben, je vous remercie de passer votre heure du midi avec nous aujourd'hui. On va pouvoir discuter ensemble entre panélistes pour la prochaine heure, heure et demie. Je me présente, mon nom est Mylène Tremblay, je suis doctorante en psychologie organisationnelle à l'Université de Sherbrooke et je travaille présentement avec deux organismes à but non lucratif, donc la Fabrique Agile et Continuum, dans le cadre d'un projet qui a pour but d'outiller les entrepreneurs de stratégies qui vont favoriser le déploiement d'une santé mentale saine. En collaboration avec Mangrove, aujourd'hui, on vous présente ce panel de discussion qui mettra l'emphase sur certaines caractéristiques qui sont partagées par les athlètes de haut niveau et les entrepreneurs. On va entre autres parler de santé mentale, de performance et des bienfaits de la préparation mentale sur le bien-être et la performance des athlètes. Pour ce faire, bien, je vais vous présenter à tour de rôle chacun de nos panélistes qui vont enrichir cette discussion-là. Pour commencer, je vous présente Amélie Soulard, psychologue et consultante en performance mentale à l'Institut national du sport du Québec. Amélie accompagne les athlètes de différents niveaux depuis 2010. Spécialiste en préparation mentale, elle soutient les athlètes dans le développement des habiletés mentales afin de maximiser leur performance, leur motivation ainsi que leur bien-être. Elle utilise fréquemment des techniques comme le mindfulness, la pleine conscience dans ses diverses interventions. En plus, elle est chargée de cours à la Faculté des sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke et au Conservatoire de musique de Montréal. Donc, elle peut partager son expérience et son expertise dans divers domaines. Merci beaucoup, Amélie, de te joindre à nous pour ce panel de discussion. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Bonjour tout le monde. Par la suite, je vous présente Maude Charron, donc une athlète en haltérophilie. Maude fait son ascension dans ce sport depuis 2015. Elle a tout récemment remporté 3 médailles d'or au championnat panaméricain à Saint-Dominique en République dominicaine, ce qui la place en très bonne position pour se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo. Dès son tout jeune âge, Maud mentionnait son intérêt envers ce sport, mais on lui a déconseillé de le faire en raison de sa taille. Bien sûr, sa persévérance et sa détermination lui ont permis de pratiquer ce sport avec brio. Bonjour Maude. Allô, merci de me recevoir. Bien, merci à toi. Nous avons aussi Xavier Jourson qui est présent avec nous, donc un jeune athlète entrepreneur lyonnais basé au Canada. Xavier a comme objectif de passer de joueur de rugby professionnel à triathlète de haut niveau. Il se lance le défi de participer au Norseman, qui est un triathlon extrême en août 2022, pour briser plusieurs stéréotypes pesant sur la communauté noire en pratiquant un sport très peu pratiqué dans celle-ci. Xavier s'affiche comme une figure de l'activisme entrepreneurial avec son projet La Transition. Il prépare notamment un documentaire afin de relater sa progression, ses défis, ses échecs et ses réussites et surtout de montrer aux minorités visibles qu'il est possible de faire ce qui n'a jamais été fait avant. Bonjour Xavier. Bonjour Mylène, merci de me recevoir. La présentation, j'ai rien à dire. Merci. Merci infiniment. On le prend, on le reçoit, on l'accepte. Merci Xavier. Ça me va. Sinon, avec nous, on a également Dragan Tutik, qui est un ingénieur mécanique de formation. Dragan est le fondateur de l'entreprise Oneka Technologies. Cet entrepreneur visionnaire se distingue par sa volonté d'impact sur le développement et l'environnement, sur sa volonté d'impact durable sur l'environnement, pardonnez-moi, et ses compétences en résolution de problèmes, son sens de développement des affaires et son leadership lui permettent de mobiliser à la fois les personnes et le capital pour son entreprise. Actuellement, en pleine croissance, la taille de son équipe a pratiquement doublé au courant de la dernière année. Entrepreneur, Dragan, merci de te joindre parmi nous. Merci énormément de l'invitation. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Puis j'ai bien hâte à notre échange. Oui, bien, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'invite tous les participants là, à écrire des questions dans le chat. On va consacrer une quinzaine de minutes à la fin de l'atelier. On va sélectionner là, les questions en fonction du temps qui nous reste. Puis je vous invite à justement partager des questions qui peuvent s'adresser à l'ensemble des panélistes. Maintenant, je lance la balle à nos panélistes là, pour enrichir cette discussion-là. Je vous pose premièrement une première question. Je vous laisse la parole. Définissez-moi pour vous, c'est quoi la santé mentale? Pourquoi c'est important d'en parler là, aujourd'hui? Les filles, on est galant, allez-y. Moi, je peux me lancer. Là.
Pourquoi c'est important de parler de santé mentale aujourd'hui? Parce que la santé mentale, comme la santé physique l'a longtemps été, la santé mentale, elle est souvent définie par la négative, elle est souvent définie par la maladie mentale. On parle beaucoup plus de problématiques de santé mentale que de santé psychologique optimale. Et donc c'est important d'en parler parce que justement, on est là pour parce que tout le monde veut avoir une santé optimale, autant physique que mentale. Puis, je pense qu'on est dans un contexte bien particulier aussi, contexte de pandémie. Puis, des fois, ce côté-là de la santé, autant physique que mentale, est mis à rude épreuve là, en ce moment. Donc, le contexte est bon, puis le timing est bon pour moi. Mm-hmm. Pour toi, Xavier, qu'est-ce que ça représente, la santé mentale? Écoutez, pour moi, c'est vraiment aussi, je reprends ce que disait Amélie, l'aspect aussi, on parle beaucoup de l'aspect santé physique, très peu de l'aspect mental, puisque comme elle l'a très bien dit, on l'accapare beaucoup à des problématiques, alors que ça agit beaucoup sur l'aspect cognitif, émotionnel, et on doit prendre autant soin de sa santé physique que sur l'aspect aussi mental. Donc, je suis là aussi aujourd'hui pour ça, parce que justement, je me lance dans une épreuve qui est assez complexe, où le physique et le mental vont être mes deux alliés. Donc, je te rejoins parfaitement, Amélie, dans ce que tu dis. Ouais. Puis, pour embarquer, mais merci d'amener un sujet qui est vraiment important. Là, puis, je trouvais ça intéressant aussi, les parallèles que vous faisiez entre l'entrepreneuriat et le sport, là, deux places là, où c'est faut vraiment que l'esprit et le corps soient là pour y arriver. Puis, dans le moment qu'on est en ce moment, des fois aussi, c'est pas évident, là, les outils et les façons qu'on avait avant de venter les aspects émotionnels ne sont pas tous accessibles comme ils l'ont toujours été. Là. Donc, je pense qu'il faut être conscient et alerte de notre santé mentale autant que physique. En tout cas, j'ai ma blonde qui me surveille et qui prend soin de moi aussi, qui regarde ça aller. Là. Donc, puis justement, je pense qu'on a peut-être moins la chance d'avoir les interactions avec des personnes autour de nous là, pour nous aider là-dedans, là, comme on l'avait dans un contexte plus normal. Mais on s'en va vers là. On va regarder le sport pour le positivisme. Oui, puis Maude, au niveau du monde des athlètes, quelle place occupe la santé mentale? En fait, c'est un pilier qui est vraiment très important pour persévérer, pour continuer, pour juste se faire des objectifs. Je pense qu'encore aujourd'hui, en 2021, c'est un sujet qui est tabou chez les athlètes, chez les entrepreneurs. Santé mentale, faut donner l'impression qu'on est fort, qu'on n'est pas atteignable niveau émotionnel, qu'on ne peut pas vraiment démontrer nos faiblesses. Alors que c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Puis, je pense que c'est le temps qu'on... En fait, avec la pandémie, c'est un bon moment pour se questionner. Est-ce que ma santé mentale est sharp? Est-ce que je suis capable de continuer malgré tout? Puis, je pense que c'est un bon moment pour justement se questionner à savoir est-ce que ma santé mentale est correcte? De se faire une espèce d'analyse interne là, pour voir s'il y a un manque de ce côté-là, de se questionner, est-ce que j'ai besoin d'aide, est-ce que je suis correcte ou est-ce que je peux aller chercher d'autres outils qui pourraient m'aider dans la poursuite de mes objectifs. Mm-hmm. Puis j'inviterais, Amélie, je t'inviterais à partager aux participants là, qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que c'est la préparation mentale chez les athlètes? Donc, en quoi ça consiste? Oui, la préparation mentale, donc c'est l'apprentissage, c'est l'entraînement de différentes stratégies et habiletés, autant là, sur le plan cognitif, comme par exemple la concentration, que sur le plan émotionnel, comme les stratégies de gestion de stress, par exemple. Puis si je peux reprendre le parallèle avec le côté physique. Un athlète, par exemple, va aller chercher un kinésiologue pour s'entraîner. Le kinésiologue va lui faire un plan d'entraînement physique pour améliorer sa forme physique. Le consultant en performance mentale va faire exactement la même chose sur le plan de l'esprit, sur le plan mental. Et donc, avec les athlètes, c'est ce qu'on va faire. On va établir des objectifs, on va établir des plans. On va développer des stratégies pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc c'est ça. C'est de se construire un coffre à outils
qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs de performance. Oui, puis tantôt, Maude mentionnait justement, tu sais, oui, on est dans un contexte de performance, mais on peut aussi travailler sur l'humain. C'est quoi les retombées, les résultats escomptés de justement appliquer la préparation mentale auprès des athlètes? Bien, chez les athlètes, en fait, je dirais que la première retombée d'une démarche en préparation mentale, c'est d'abord une meilleure connaissance de soi-même, de comment on fonctionne. Donc, qui suis-je et comment est-ce que je performe le mieux? Donc, ça, je dirais que c'est la première retombée. Puis après ça, de développer justement ces outils-là, ces stratégies-là, que ce soit en gestion de stress, que ce soit l'amélioration de la confiance, que ce soit des stratégies de concentration ou des routines pré-compétitives, toutes ces habiletés-là, en fait, sont applicables dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment des habiletés de vie qu'on développe. On parlait d'amélioration de la performance, mais aussi d'amélioration, en fait, du bien-être. Parce que si on applique les stratégies de préparation mentale dans divers domaines de notre vie, on a des outils pour faire face, en fait, là, aux aléas de la vie. Pour aller chercher un équilibre, si on veut, plus ajusté. Tout à fait. J'aurais tendance à lancer la balle à Maude. Toi, en tant qu'athlète, comment que la préparation mentale t'aide à performer? Comment tu l'appliques dans ta carrière? Moi, en fait, j'ai une carrière qui est assez longue sportive. En haltérophilie, elle est plutôt courte. Mais c'est avec diverses compétitions, divers champs que j'ai touché que tu apprends à gérer ton stress, tu apprends à créer des objectifs, etc. Mais j'avouerais que moi, le côté performance mentale, les stratégies, etc., c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé en me disant je suis correcte, j'en ai pas besoin, j'ai assez d'expérience de compétition, je suis capable de m'en passer, alors que, justement, comme je disais tantôt, avec la pandémie, ça a été un moment justement pour se questionner, pour dire, je pense que c'est le moment d'essayer des nouvelles choses que je n'ai pas essayé avant. Alors, c'est quelque chose que j'ai commencé, moi, ça fait 1 an maintenant quasiment. Pour moi, c'est quoi? C'est un peu d'essayer de mettre des mots sur les sentiments que j'ai. Avec la pandémie qu'on a eue, moi, personnellement, mes compétitions ont toutes été annulées. Fait que je m'entraînais un peu sans objectif, sans but. Là, c'est une grosse remise en question, mais pourquoi je fais ce sport-là? Pourquoi je prends des heures et des heures de mes journées pour faire ça, alors que pour l'instant, à court, moyen terme, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de but. Fait que c'était de voir, pourquoi je fais ça, pourquoi j'aime faire ce sport-là, pour quelles raisons je le fais, pour quelles raisons je me lève le matin pour faire ça. Ensuite, c'est juste de mettre des mots sur pourquoi, quand j'ai une mauvaise journée, je me sens frustrée, je me sens démotivée. Pourquoi il y a un élément qui fait que, mettons, ma semaine au complet a mal été, mon mois au complet, alors que c'est pas vraiment ça, ça a été juste un mauvais entraînement. Fait que ça a été beaucoup ça, consulter en santé mentale, c'est juste de mettre des points sur les i, des barres sur les t, d'essayer d'expliquer que c'est normal d'avoir des mauvaises journées, c'est normal d'avoir un sentiment d'impuissance avec l'année qu'on a eue. Fait que juste de discuter comme ça, de voir que je ne suis pas la seule à sentir ça. Il y a d'autres athlètes, on était tous dans le même panier. Fait que de juste rationaliser ce que tu ressens, puis de mettre des mots sur les sentiments que tu as. Puis je pense que justement, la situation que tu partages, là, qu'il y a des moments qui sont plus difficiles, il n'y a pas juste les athlètes là, qui font face à ce genre d'émotions-là. Je ne sais pas pour vous, là, Xavier et Dragan, s'il y a des éléments là, qui venaient vous rejoindre dans le partage de Maude. Mais moi, je te rejoins beaucoup, Maude, dans ce que tu dis, parce que justement, c'est pas juste une histoire de, comme tu l'as très bien dit, athlète ou pas athlète, ça a touché plusieurs personnes. Et c'est se questionner sur soi. Il y en a qui partent de plus loin. Je pars du principe aussi qu'il y a une certaine connaissance en soi qui fait que si tu te connais bien, tu vas pouvoir mettre les mots et l'accent sur ta santé mentale. Donc, c'est là-dessus aussi vraiment, vraiment, je te rejoins. Et puis, on va en discuter par la suite. Mais pour certaines personnes, je parle dans mon cas personnellement, où j'ai commencé le sport de haut niveau très tôt, je consommais énormément beaucoup de jus
à me préparer. Et lorsque je rentrais sur le terrain, il fallait un long moment pour que je me mette vraiment dans un match. Et c'est avec le temps, comme tu l'as très bien dit, l'expérience que tu emmagasines et tu comprends comment justement les choses se passent. Donc, c'est un mécanisme. Hein. C'est un mécanisme, la santé mentale. C'est comme ça que je le perçois aussi. Donc, non, je te rejoins parfaitement sur ce que tu dis. Et sinon, de mon côté entrepreneurial, business, c'est sûr, ça a été une année extrêmement rock'n'roll là, au courant de l'année dernière. C'est sûr que moi, personnellement, je suis une personne assez analytique, là, puis souvent, je suis un peu détaché, mettons, je reconnais pas bien mes émotions. Là, donc, puis ce que je ressens dans moi, des fois, j'ai justement un peu de difficulté à mettre le doigt là-dessus. Ça montre un peu peut-être juste moi ou le temps qu'on a passé, mettons, éduquer le côté émotionnel, je ne sais pas encore tout à fait, mais c'est sûr que l'aspect émotionnel est vraiment clé là, en développement des affaires, en business, surtout dans quelqu'un comme moi, mettons, au niveau de rassembler une équipe, relever un défi ensemble. Si moi, personnellement, je suis démoralisé, ça va être très difficile qu'on se serre les coudes et qu'on y arrive. Donc, il y a comme une pression supplémentaire qu'il faut que tu sois tout le temps tough. Donc, il ne faut pas montrer que tu as peur et tout. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Puis, tu sais, justement, moi, je travaille avec plusieurs personnes qui m'entourent et tout, avec qui que je peux échanger, mettons, montrer un peu plus de vulnérabilité, partager un peu ce que je ressens, les défis que j'ai. Puis, justement, je pense c'est pour moi, ce qui aide justement à venter, puis, mettons, à ajuster les côtés émotionnels, c'est justement les relations avec les autres personnes, puis échanger. Puis moi, c'est ça qui m'aide, en partie, qui m'aide à justement de rester dans le bon côté des choses. Puis moi, d'un côté personnel, souvent, moi, c'est quelque chose que j'essaie de développer, c'est au niveau affaires, garder quand même une certaine distance émotionnelle, puis parce qu'après ça, ça affecte le focus. Quand il y a quelque chose qui te préoccupe dans la tête, puis mettre le focus sur c'est pas toujours évident, là, d'après ça, de mettre le focus sur la bonne chose. C'est quelque chose qui mentalement te préoccupe. Donc, mais c'est ça. Puis au début de l'année, ça a parti quand même catastrophique. Puis je suis une personne assez extravertie, puis avec la pandémie qui éclatait et tout, puis là, tu es comme en business. OK, là, nous, on avait des opérations en Floride, à l'international, il faut ramener ça au Québec. Mais là, finalement, toute l'équipe, on s'est tous serré les coudes et tout, puis maintenant, ça va super bien. Là, puis, justement, puis il y a comme un cercle vertueux qui s'est bâti. Comme, de mon côté, j'étais quand même très positif. L'équipe, tout se serrait les coudes, donc moi, j'étais plus content. Donc, toute l'équipe, on était plus positif. Là, on bâtit comme sur l'entraide pour rester positif à travers tout ce qu'on relève comme défi d'une année, pas comme les autres, on dit ça comme ça. Même si pour ajouter, moi, je te rejoins sur ce que tu dis, mais Dragan, mais où moi je me sentais, et puis elle l'a très bien dit, Maud, on a une certaine facilité à dire non, tout va bien ou c'est masqué. Moi qui vis tout seul, qui suis ici depuis 4 ans au Canada, la pandémie c'est quelque chose, mais le couvre-feu c'était le test. Le couvre-feu, pour moi, ça a été le test. Parce que je me suis dit, il faisait nuit à partir de 17h. À partir de 19h, tu dois rester chez toi. Je suis resté dans mes affaires. Donc, j'ai pas un cercle social aussi grand que les personnes qui sont originaires d'ici. Et là, je me suis dit, tu vois, Xavier, tu te pensais solide, tu te pensais avancer. Mais là, c'est le test. Donc, au final, je me suis dit, c'est une bonne chose que ce conflit. Enfin, c'est une bonne chose. Non, malheureusement, non, parce qu'il y a des humains qui sont partis. Mais ça a été le test. La pesée, comme on dit chez nous, comme on dit chez moi, la pesée. Ça a été la pesée. Je me suis dit, OK, tu te sens fort, mais non, mec, t'es pas encore prêt. T'es pas encore prêt. Donc, ça m'a mis dans mes retranchements, en fait, la pandémie, mais le couvre-feu, ouais, ça va. Ouais. Là, c'était quelque chose. Mais c'est super intéressant. Puis le trait commun entre tous les témoignages que vous venez de partager, on parle beaucoup de résilience puis de capacité d'adaptation, là, qui sont des caractéristiques que vous partagez. C'était super intéressant comme échange. Maud, j'aurais une question à te poser parce que j'ai cru comprendre aussi au début, tu disais la préparation mentale, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de ça. Mais justement, c'est quoi les idées préconçues que tu avais par rapport à cet encadrement-là, puis comment ils se sont abaissés? Bien, je pense que c'est comme un réflexe, mettons, de se dire je suis athlète, je suis forte, j'ai un mental de feu.
Puis ça doit être la même chose pour les entrepreneurs. Tu sais, j'ai parti mon projet, j'ai parti ma business, j'ai un mental de feu, je ne suis pas atteignable, je suis invincible. Tu sais, c'est un peu ça, les athlètes aussi. Puis je pense que le moment clé, c'est de dire, ben j'ai des limites, puis il y a des choses que je ne peux pas toutes faire moi-même. Il y a des, je ne connais pas toutes. Je ne suis pas spécialiste, mettons, en physiothérapie. Si je me blesse, je vais aller voir un physiothérapeute. Là, ma tête ne suit pas mon corps. J'ai de la misère à voir où je vais. Donc, je pense que c'est ça le moment clé, c'est juste d'à un moment donné s'arrêter puis faire comme, OK, je pense qu'il y a ce côté-là de ma préparation, de ma planification que je ne suis pas capable de contrôler moi-même, tu sais. Donc, c'est juste ça, là, juste se demander le jour où tu vas faire, OK, peut-être que je devrais aller m'informer sur c'est quoi la santé mentale, m'informer sur c'est quoi les stratégies, faire les objectifs, etc., etc. Fait que juste de faire ça, de faire cette espèce d'arrêt-là, puis de se demander, est-ce que je gagnerais à aller explorer plus le côté de la santé mentale? Mais oui, c'est super intéressant. Puis je me demandais, Amélie, tantôt, on a mentionné que le contexte d'utilisation de la préparation mentale, il y a chez les athlètes, mais tu l'utilises aussi au Conservatoire de musique de Montréal. Donc, il semble avoir plusieurs contextes dans lesquels la préparation mentale est utilisée. Je t'invite à me partager là, l'adaptabilité de ce type d'intervention-là. Bien, tout à fait. En fait, un petit peu comme on disait, hein, c'est de développer notre coffre à outils, c'est de développer nos habiletés de vie, puis ça s'applique dans tous les domaines où on a des objectifs, où on a un moment où on doit être à notre meilleur. Tu sais, dans le sport, ben, c'est le moment de la compétition, donc on va se préparer à ça. Dans le monde des arts, entre autres les arts de la scène, là, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit les arts du cirque, encore une fois, on a un moment où il faut donner notre 100%, il faut être là à 100%. Je pense au domaine de la médecine, par exemple, les chirurgiens, où ils ont un moment de performance, ils doivent être à leur meilleur à ce moment-là. Je pense aux policiers, aux pompiers, je pense aux hommes et aux femmes d'affaires, bien, à vous les entrepreneurs, où vous avez des moments justement où vous devez gérer vos émotions, vous devez être concentré, vous devez interagir avec votre équipe, créer, on parlait tantôt de cohésion, créer cette cohésion-là d'équipe. Pour moi, tout ça, ça fait partie des habiletés de préparation mentale qu'on peut développer. Donc je vois des applications là, dans l'ensemble des domaines où, à un moment ou à un autre, on doit être à notre meilleur. Ben oui. Puis toi, Xavier, tu as eu une carrière professionnelle en rugby. Quels sont les éléments de ta carrière professionnelle en sport, dont la préparation mentale, que tu transposes à ta carrière entrepreneuriale? Alors, il y a eu des traits de caractère qui m'ont beaucoup aidé. Moi, je suis arrivé à Montréal en 2017. Je suis arrivé ici après être fait virer dans le cabinet de conseil à Paris. Ça, c'est la petite histoire qu'il fallait que je dise. Donc, déjà, vous partez avec un capital moins, mais vous arrivez ici avec l'envie de tout casser, tout déchirer. Donc, ça, ce côté-là, ça a été quelque chose de prédominant en termes de traits de caractère avant même de rentrer dans les attitudes. La rigueur m'a beaucoup aidé dans mon sport. Le rugby, c'est un sport qui est, c'est un peu comme l'haltérophilie, c'est un sport qui est extrêmement dur. Puis, comme Amélie dit, comme un chirurgien, oui, vous pouvez vous entraîner, vous préparer, mais il y a un moment de 80 minutes où vous devez être bon et performant, un peu comme un développé arraché ou un développé soulevant l'haltérophilie. Donc, c'est ces choses-là aussi qu'il faut prendre en compte. Le côté rigueur m'a beaucoup aidé. Puis après, je dirais, dans la santé mentale, c'est de visionner. Je savais qu'en venant dans un pays qui était aussi ouvert que le Canada, j'aurais beaucoup plus mes chances de pouvoir être la personne que je veux. Donc, ma santé mentale était beaucoup affectée en Europe. Et comme je l'ai dit auparavant, on parle beaucoup de santé physique. Tout va bien, on a des muscles, tout se passe bien, on a des tablettes de chocolat, mais là-dedans, c'est pas forcément la même chose. Et elle l'a bien dit, Maud, on a tendance à le cacher, à le hide, parce que le sportif a de base un capital confiant, surtout dans l'haltérophilie, dans le rugby.
où c'est un sport d'affrontement, entre guillemets, d'affrontement. Donc, on a toujours ce sentiment de devoir compétitionner, mais là, des fois, dans l'entrepreneuriat, c'est avec moi-même. Donc, je dirais le côté vision, le côté concentration que j'avais dans le rugby m'a aidé. Et puis, je l'ai développé au fil de ma carrière sportive, ces habilités-là. Parce que, comme je vous disais, plus jeune, même si je ne veux pas trop rentrer dans un sport de blanc pratiqué par un black ou vice-versa, mais il faut se faire une place dans le rugby, surtout en Europe. J'ai eu la chance de jouer dans d'autres pays, mais en Europe, ça a été l'une des premières choses. Puis, à savoir aussi, je partais de plus loin parce que j'étais obèse plus jeune. Donc l'estime de moi n'était pas au maximum. C'est en développant mon sport et en prenant de la confiance en moi que j'ai réussi justement à passer toutes ces barrières, qui a fait qu'arriver à un moment donné, comme l'a bien dit Maud, OK, il faut se poser les bonnes questions et se s'avouer à soi-même, là, je bloque. Là, je bloque. Donc, si pour résumer ta question, Mylène, je te dirais, ouais, vision, rigueur, c'est les vision, rigueur et puis concentration. C'est les choses que j'ai acquis dans le sport de haut niveau qui m'a emmené dans le domaine entrepreneurial à Montréal et puis en continuant tout ça à être athlète par rapport au projet que je suis en train de mener. Ouais. Mm-hmm. Puis, je me demandais, parce que tu me l'as déjà partagé dans une autre discussion, puis je trouve que c'est super pertinent à la table ronde aujourd'hui. Tu m'as partagé les stratégies que tu mettais en place pour te préparer avant un match de rugby, puis que certaines de ces stratégies-là, tu transposais aussi en entrepreneuriat. Je t'inviterais à élaborer à ça. Ouais, en fait, j'ai décidé, j'ai commencé mon projet, pendant la pandémie, j'ai eu l'occasion de beaucoup lire. Et de ce fait-là, j'ai lu un livre, Rich Roll, un ancien avocat alcoolique, aucun trait de civil d'études avec moi, mais qui a décidé de faire un Ironman. Et puis, je trouvais ça fort. Donc, j'ai décidé d'acheter un vélo pendant le début de la pandémie et quand j'ai commencé à m'exercer, j'ai perdu une vingtaine de kilos depuis maintenant un peu plus d'un an. Et une fois que j'ai acheté le vélo, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis, il y a une personne qui m'a parlé du Northman, le triathlon le plus dur au monde. Ça se passe dans des glaciers en Norvège. OK, glaciers en Norvège qui dit jamais de blague. OK, ça peut être intéressant. Sauf qu'à partir de là, vous rentrez dans un sport que vous ne connaissez pas. Vous avez certaines aptitudes personnelles que vous avez. Mais là, on rentre dans un sport d'endurance où justement la santé mentale est mise à rude épreuve. Vous partez pour une course de 20 heures dans un sport que vous êtes en train d'apprendre. Et les techniques que j'avais dans le sport, dans mon ancien sport, qui m'ont aidé et qui sont en train de m'aider, je dirais, j'ai commencé à faire des exercices de respiration, à me mettre au sol. J'ai commencé à beaucoup être introverti avec moi-même, essayer de m'écouter, de faire abstraction des choses extérieures, puis des fois d'écouter les choses extérieures aussi. J'ai commencé des exercices de respiration et pour être très franc, je ne pensais jamais dans ma vie en arriver à faire ce type de choses. Me poser à 8 heures du matin sur un sol, puis essayer de comprendre, de s'écouter, de respirer, de mettre la main sur ton ventre, enfin, une sorte pour calmer ton stress. Parce que je vous dis, lorsque vous rencontrez des maisons de production, des streamers tels que Netflix, Apple TV, attention, ça, au niveau de la pulsation cardiaque, ça y va. Et vous avez malheureusement l'opportunité de faire qu'une fois bonne impression. Donc, avant de rentrer en entretien, avec une plâtrée d'avocats, de producteurs, de scénaristes, de toutes ces personnes-là, ouais, je me préparais comme si j'allais rentrer sur un match. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la seule chose que durant ce confinement, j'ai réussi à maîtriser pour m'apaiser, me canaliser et préparer une rencontre un peu comme je fais aujourd'hui avec une dizaine de personnes, surtout sur de l'anglais. C'était ma façon à moi de me préparer. La musique, je pense que c'est aussi un élément qui est intéressant chez les athlètes. Dans ce cas-là, beaucoup de classiques, ça va paraître peut-être paradoxal aussi, mais j'écoutais beaucoup de classiques ou de jazz qui arrivaient à m'apaiser, puis j'essaye de les notes rester en moi. Bien évidemment, après tout ça, il faut une période où vous lâchez tout. Donc j'avais aussi, pour mieux repartir, cette envie dès que c'était fini, de partir faire du sport, de la boxe, courir dehors, faire du vélo. C'est aussi cet équilibre-là qu'il fallait trouver. Et puis, j'ai pas aussi, malheureusement, Dragan, félicitations à toi, j'ai pas ma copine qui pouvait me driver dans ce que je faisais, mais je sais que l'aspect
j'ai pas pu encore vraiment le pousser, mais je sais que l'aspect vie privée, vie personnelle aussi joue un vrai plus dans la santé mentale. Ça, j'en suis convaincu aussi. Oui, donc, tu sais, on parle d'une planification très serrée, soit autant avant de rentrer dans le match, mais aussi avant une rencontre super importante avec des diffuseurs. On parle aussi de techniques de respiration, on vient gérer le stress, on vient s'apaiser avec la musique. Puis, tu as mentionné qu'au début, quand tu as commencé à faire de la respiration, de la pleine conscience, tu ne pensais pas que ça allait t'aider. Je me demande, Amélie, est-ce que c'est quelque chose ou une idée préconçue qui est partagée chez les gens qui commencent à faire de la pleine conscience, que ça ne les aidera pas, eux? Ça arrive, je suis honnête, ça arrive tout à fait. Il y a des gens qui y croient beaucoup plus que d'autres, mais je pense que ça va peut-être sembler cliché, mais de l'essayer, c'est de l'adopter d'une certaine façon. Quand on s'engage dans une démarche de préparation mentale, quand on commence à pratiquer, à s'entraîner, hein, c'est pas, moi je le dis souvent aux gens avec qui je travaille, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est de l'entraînement. Le secret ici, c'est de persévérer. Il n'y a personne qui court un marathon le lendemain qui décide de se mettre à courir. Donc, c'est la même chose. Quand on décide qu'on veut améliorer un aspect de soi, que ce soit la gestion du stress, que ce soit la confiance, etc., ben, il n'y a rien qui se passe du jour au lendemain. C'est avec la persévérance et le travail, la mise en place justement là, d'exercices, de réflexion, etc., que tranquillement, on commence à voir des bénéfices, on commence à voir des changements, on perçoit les choses différemment, on fait des liens. Donc on appelle ça de l'entraînement mental, puis c'est pas pour rien. Ben oui, non, c'est super intéressant. Puis je reviens, Maude, tout à l'heure, tu nous as partagé que en tant qu'athlète, c'est important de bien reconnaître ses limites personnelles. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres qualités, caractéristiques que tu associes, toi, à un athlète qui va être performant? Ben, tu sais, comme je disais, juste d'être capable justement de voir ses limites puis d'aller consulter les spécialistes dans ces domaines-là. Tu sais, c'est sûr d'être capable de se donner des objectifs qui sont réalisables à court, moyen, long terme. Comme ça, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, tu peux aussi te donner, mettons, tu sais, des deadlines. Là, fait que pour ce mois-ci, ben, à la fin du mois, je veux avoir tel résultat. Et te mettre la façon dont tu vas t'y rendre. Parce que c'est bien beau de dire « je veux aller là », mais si tu ne sais pas comment t'y rendre, ben, tu n'es pas plus avancé. Fait que de plus un peu détailler la façon dont tu dois le faire. Puis je pense aussi, ce qui fait d'un bon athlète, c'est d'être capable de mettre les jugements à côté. Moi, combien de fois je me suis fait dire tu ne seras jamais capable d'atteindre un niveau comme ça dans la région où tu t'entraînes. Tu n'as pas le bon coach, tu n'es pas assez bien entouré. Combien de fois, il y a combien de monde qui n'ont pas cru en moi comme ça? Fait que je pense qu'un bon athlète, comme un bon entrepreneur, ça va être de croire en tes projets, de croire en tes capacités, même si tu n'as pas les fonds, même si tu n'as pas les subventions, même si tu n'as pas tout ça, de croire en tes capacités, puis de foncer, là, d'essayer de muter un peu tous ces jugements-là. Te concentrer à toi, tes objectifs, tes capacités. Oui. Ben oui, merci. Puis de ton côté, Dragan, est-ce que c'est des caractéristiques que tu associes aussi chez les entrepreneurs? Comment, toi, est-ce que tu définis la performance d'un entrepreneur? Puis, je vais juste faire un petit pont avec ce que Maud disait. Là, je trouve ça intéressant, l'effet quand le monde te challenge là, au niveau, pas ça justement, dans ton contexte, au niveau de tes coachs et tout. Là, mais souvent, quand le monde, ça vient encore plus te propulser des fois, mais quand tu as une bonne réaction par rapport des fois justement au jugement, ça te propulse plus que d'autres choses. Comme, je vais montrer que je suis capable, genre trouver. J'ai l'impression que ça amène de quoi de plus positif que négatif. Je reviens au point de performance. Juste pour continuer ça, je me rappelle quand j'étais petit, là, je m'étais fait engager dans une épicerie. Puis, ouais, Dragan, c'est un gars un peu lent, puis tout. Là. Mais, longue histoire courte, là, mais moi, dans la tête, je suis comme, pourtant, il me semble que j'y allais de turbo, puis tout, mais justement, ça faisait juste me craquer davantage, comme de quoi je suis lent. Puis là, on va justement être le plus performant possible. Mais la définition de performant en entrepreneuriat, je
pense que chacun va avoir différentes façons de le définir, là. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une façon de rassembler beaucoup de personnes, pas nécessairement, de potentiellement rassembler beaucoup de personnes face à un défi commun. Puis pour moi, je pense quelque chose qui est quelqu'un ou du monde qui sont performants, c'est ceux qui ont un impact le plus positif sur la société possible, là. Je pense qu'avec l'entrepreneuriat, il y a moyen de s'enrichir beaucoup, mais pour des causes qui amènent très peu de valeur, très peu de positif sur la société, là. Puis pour moi, quelqu'un qui serait performant, c'est quelqu'un qui arrive, soit personnellement ou avec son équipe, d'avoir un impact sur la société le plus positif possible. C'est nous, on fait des systèmes de dessalement qui font de l'eau potable avec l'énergie des vagues. Oui, OK, c'est quand même assez intense au niveau environnemental, ça ne pollue pas et ça fait de l'eau potable, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit ça, là, dans le sens que même si c'est quelqu'un qui divertit le monde, qui rend plus heureux, c'est aussi des entreprises puis des projets qui sont très positifs pour la société, là, c'est aussi des éléments positifs. Donc, il n'y a pas vraiment de mesure ou de KPI très spécifique qui va dire que cette personne est plus performante qu'un autre, mais c'est d'amener le plus possible d'aspects positifs à la société, là, que ce soit au niveau social, environnemental. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la clé. Puis, l'entrepreneuriat, c'est quand même fascinant, là. Ça permet de faire des choses beaucoup plus grandes que soi. Tu sais, par exemple, nous, c'est un défi technologique gigantesque, mais grâce à l'entrepreneuriat, puis quelques-uns des volets du capitalisme positif, on a que beaucoup de choses négatives, mais ça permet de rassembler des défis qui ont besoin d'énormément de ressources avant de commencer à générer des trucs positifs pour la société. Donc, justement, c'est fou de se rassembler tous ensemble avec un but commun, puis d'affronter ça, puis d'être résilient à travers tout ça. Puis, je trouve ça intéressant, là, Xavier, un peu les éléments qui avaient bâti justement ta ténacité, puis ce qui te propulsait. Puis des fois, j'essaie de mettre le doigt, moi, personnellement, c'est quoi qui fait ça, là, dans le sens que le découragement, je le trouve très difficilement. Ça m'en prend énormément avant. Tu sais, Dragan, je me suis dit, je vais faire le Northman. Ouais. Je suis allé sur le site. Le title du site, ceci n'est pas pour vous. Ouais, c'est parfait, ça. C'est exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et puis Maud, elle le dit bien aussi, j'ai l'impression que plus on appuie sur le bouton en te disant « t'es pas capable, tu vas pas réussir », parce qu'attention, j'en ai entendu des avis en période de pandémie, comment tu vas faire, les gens ils perdent leur emploi, leurs familles sont en train de partir, comment tu vas faire? C'est à ce moment-là que je me suis le plus élevé, comme tu dis, j'ai essayé d'avoir le plus d'impact possible sur ce que je voulais faire, et j'ai été bien suivi au point que ça va être quelque chose de ouf. Mais c'est fou ce bouton, quand on l'appuie et qu'on te dit tu n'es pas capable ou ceci n'est pas pour toi, c'est terrible derrière les ravages. C'est terrible. C'est terrible. Je l'ai vu pour moi, je le vois beaucoup dans le sport aussi, et en entrepreneuriat, c'est encore pire. Parce que là, surtout avec la complexité de la pandémie, donc tu dois te réhabiliter à ne plus avoir des rapports humains, où j'ai une facilité assez déconcertante pour interagir avec les gens. Là, on est derrière un écran. Donc, je te laisse imaginer et puis, si tu arrives à 18h, il en a déjà eu 6 avant, il faut que tu aies une certaine pertinence au moment T où tu lui parles de quelque chose de très important pour toi. Donc, quand Maud, elle dit faut mettre un petit peu les œillères, je te dirais oui, mais d'en laisser entrer quelques-uns qui vont bien venir te chercher à l'intérieur de ton cœur et à l'intérieur de ta santé mentale, là, c'est ce qui m'a, je vais vous montrer. C'est exactement ça. Donc, ouais. Oui. Puis la détermination, qui est une caractéristique autant que Maud, quand elle s'est fait dire « t'es trop petite pour ce sport-là », j'ai l'impression que ça t'a motivé à aller plus loin dans ta carrière en haltérophilie. C'est partagé aussi par Dragan et Xavier. Puis Dragan, j'aimerais faire du pouce sur un élément que tu as mentionné dans ta définition, ta perception de la performance, que ce n'est pas juste au niveau du produit, mais sur l'impact qu'on peut avoir aussi socialement puis au niveau des autres. Je trouve que c'est un très bel angle de voir la performance, que ce n'est pas juste personnel, produit, mais qu'il faut le voir aussi dans un aspect de société. Je tenais à te le mentionner. Puis je pense qu'il y a des gens dans le chat aussi qui trouvaient que c'était intéressant l'angle dans lequel tu l'apportais. Puis, super, merci. Puis, je le pense profondément. Là. Puis,
Puis pour revenir aussi au niveau de la santé mentale, moi, je suis pas tant le bon exemple, je ne peux pas tant parler. Puis même des fois, je me le pose moi-même, la question d'où vient justement, d'où vient cette mindset-là, à défaut d'avoir le mot en français. Là. Puis, je suis quand même. On est arrivé au Québec à 4 ans, puis moi, nous, on a été réfugiés de la guerre un peu. On est comme, mettons, les Syriens 20 ans plus tôt. Puis, je pense que moi, ça a été un peu ça, même, une des sources principales là, qui fait en sorte de qui je suis, de toujours voir mes parents affronter tout à travers la vie. Puis de jamais se laisser décourager par rien. Excusez. Puis c'est sûr que ça s'est vraiment imprégné dans moi très profondément. Puis c'est ça qui permet de relever tous les défis. Là, puis les découragements, ben, si ça arrive le lendemain, se relever puis arriver. Puis c'est ça, j'ai pas grand technique de respiration ou autre, puis pour alléger le stress ou les défis qui arrivent. Puis moi, personnellement, ce qui m'aidait, disons, de mon côté, les éléments les plus stressants, souvent, c'est quand j'ai des rencontres importantes qu'il faut vendre l'entreprise, notre produit ou autre. C'est comme, moi, puis des fois, c'est comme un thrill. Là. Tu présentes à plein de monde ce que tu fais, puis il y a comme un comédien qui va faire son show. Moi, c'est la même chose mais pour vendre la business. Là, mais puis au début, c'était quelque chose qui me drainait énormément d'énergie. Tu sais, je pouvais passer quelques rencontres, là, puis je faisais une toute petite journée, puis j'étais genre brûlé, alors que je pouvais genre faire du grinder puis des travaux manuels infinis d'heures, puis c'était rien, mais c'est un peu comme des muscles, dans le sens que en faisant de plus en plus, aujourd'hui, je peux enchaîner comme infini de rencontres, puis souvent, c'est très prenant mentalement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'au courant des dernières années, j'ai pu bâtir ces muscles-là malgré moi là, au niveau de l'aspect mental. Mais c'est de quoi justement qui ne paraît pas. T'sais, on parlait physiquement, tu le vois, mais dans la tête, tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Mais avec les symptômes, tu peux t'en apercevoir. Mais c'est clairement quelque chose qui peut s'entraîner. Là. Moi, je l'ai fait sans trop m'en rendre compte, on va dire. Mais c'est ça, je trouve ça. Puis sinon, comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu fais pour te préparer aux périodes qui sont plus stressantes ou pour te recharger justement dans ces périodes-là? Moi, mettons, au niveau de la recharge, moi, ce qui m'aide, puis j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, en fait, c'est l'escalade, c'est pas niaiseux, mais le sport, je passe beaucoup trop de temps de ma vie assis devant un ordinateur, là, puis encore plus maintenant. Puis, se changer les idées, aller faire de l'escalade, tu peux pas tant penser à autre chose quand tu es sur un mur. Puis, justement, de changer les idées, faire un peu d'effort physique, c'est de quoi qui vente pas mal, beaucoup le stress, faire du ultimate frisbee, juste des activités sportives. Moi, je suis pas fan de course ou de vélo. J'ai l'impression, des fois, quand je fais ça, je pense encore plus à ce que je fais à la job. Là, les pensées bougent encore plus, alors que justement des trucs, des sports qui viennent personnellement, des sports qui viennent chercher aussi le mental en même temps, ça me permet de me changer les idées. Passer un peu de temps avec la famille, des amis, rire un peu, c'est sûr que ça, c'est de quoi qui aide énormément. Là. Je connais pas les stats, mais je suis pas mal sûr que rire 10 minutes très fort, ça réduit énormément le stress. Ben oui. Puis tantôt, tu mentionnais que tu avais quand même un horaire chargé, là, donc tu enfiles les rencontres un par-dessus l'autre, puis tu as vécu une croissance très, très importante dans la dernière année. Donc, j'imagine que ton horaire est chargé. Comment est-ce que tu fais justement pour te garder du temps pour ces activités-là? Mais j'ai dû me fixer un moment là, de famille. Je le respecte dans la majorité du temps quand même. Là, disons de 5h30 à 7h, c'est mon moment famille, papa. Là. Donc, avant ça, je peux travailler, après ça aussi. Puis d'avoir cette routine-là, là, justement, en famille, là, manger ensemble, passer un peu de temps avec le petit ma blonde, le mettre au lit, ça aussi, ça l'aide, là, d'avoir comme un petit moment de paix, de calme dans la tempête, on va dire. Puis l'autre aspect, je pense aussi que j'adore ce que je fais. donc, c'est sûr que ça peut être stressant et tout, là, mais c'est pas que du négatif. Là. Moi, c'est ça qui me drive. Puis si je ferais un autre job, j'ai besoin, on va dire, de beaucoup de stimulation. Je
trouverais ça un peu... J'ai l'impression que ça affecterait mon mental. Puis des fois, j'étais en vacances, là, puis je peux le faire remarquer, là, genre, je déprime quand c'est trop chill, trop longtemps. Là. C'est sûr, des fois, ça fait du bien, là, mais fait que j'ai besoin que ça brasse, puis moi, ça m'aide, en fait, là, que ce soit quand même assez intense, puis j'aime ça. Puis c'est clairement pas pour n'importe qui, là, mais c'est sûr que si j'aimerais pas ce que je ferais, ça marcherait juste pas. Là. C'est sûr que ma santé mentale ne serait pas là. Oui. Puis merci pour tout ton partage, là, autant au niveau de ta vie personnelle que de ta vie en tant qu'entrepreneur. Je relancerai la balle peut-être à Maude. Tu sais, là, Dragan nous partageait une solution que lui met en place pour aller retrouver un équilibre qui est un sport. Mais toi, ton métier, c'est ton sport. Qu'est-ce que tu fais pour justement aller recharger tes batteries? Oui, ben en fait, tu sais, pour faire suite un peu à ce que Dragan disait, tu sais, il ne faut pas se sentir mal de prendre du temps pour soi. Parce que moi, personnellement, si je prends du temps off, ben, je pense à mon entraînement. Tu sais. Dernièrement, je faisais des cours en ligne, tu sais, des cours à distance. Ben là, j'étais à mon cours, mais je pensais à mon entraînement. Puis là, ben, quand j'étais à mon entraînement, ben là, je pense à mes cours. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de se mettre une espèce de calendrier, là, d'horaire dans ta semaine, de telle heure à telle heure, c'est le temps que je consacre, mettons, à mon activité. Fait que moi, avec mon sport, ben, j'essaie de faire ça le matin parce que le matin, je sais que je suis plus fraîche, j'ai plus d'énergie, je suis plus capable de me concentrer. Fait que souvent, ben, je vais clencher ce que j'ai à faire avec mon sport le matin pour avoir le reste de ma journée à faire mes autres obligations, tu sais, le ménage, le lavage, toutes ces choses-là. Mais au moins, je sais que dans ma journée, ben, tu sais, ma to-do list, tu sais, elle est faite dès le matin. Fait que, tu sais, oui, définitivement, ça prend un équilibre. Oui, définitivement, ça prend d'autres choses, tu sais, à faire. Je ne vais pas que faire mon sport. Moi, personnellement, ça ne marche pas. Là. Si je fais que ça, si je pense que à ça, je sais que je vais comme trop m'investir émotionnellement, puis que je ne serai pas capable de me détacher, tu sais, autant facilement. Fait que, tu sais, moi, c'est aussi simple que d'aller marcher, d'aller faire des activités de plein air, faire des cours en ligne pour ma carrière après le sport. C'est vraiment ça qui me permet de gagner un peu cet équilibre-là. Puis c'est justement de ne pas se sentir mal de faire ça, de ne pas se sentir mal de prendre 2 heures dans ta journée pour passer du temps avec ta famille. Tu sais, on est humain, on a une famille, on a des amis, on a des passe-temps, puis il faut prendre le temps de le faire, de les voir. Puis, tu sais, même affaire, dernièrement, j'ai eu ma compétition, puis mon entraîneur m'a donné une semaine de congé. Je virais un peu folle, puis en plus, j'étais en 14e, là. Alors, tout seul dans un sous-sol, à ne pas pouvoir bouger, m'entraîner, lever des poids. Tu sais, quand c'est quelque chose que tu es tout le temps habitué de faire, puis que là, tu peux comme pas, ben là, tu sais, oui, tu te sens mal, mais tu sais, ça fait du bien. Quand je retournais à l'entraînement, ben là, j'avais hâte, tu sais, j'avais hâte de retourner travailler, j'avais hâte de retourner forcer, tu sais, puis d'être acquis après, d'avoir mal partout. Fait que ça a juste comme donné cette petite envie-là là, d'important, puis c'est justement de ne pas se sentir mal de prendre du temps comme ça. Ben oui, puis j'aime bien à quel point que tu fais comme la distinction entre Maude l'athlète puis Maude à part entière. Tu sais, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Souvent, leur entreprise, c'est tellement près de leur cœur, c'est tellement près de eux qu'il ne faut pas se perdre de vue non plus dans un projet entrepreneurial. Je ne sais pas si Xavier, Dragan, vous appuyez. Qu'est-ce que je suggère ici? Ouais, ben, moi, je te rejoins. Contrairement à Dragan, moi, j'ai découvert ça, le côté productivité en dehors de mon bureau. C'est-à-dire que sur mon vélo, je me suis senti beaucoup plus productif pendant, je peux passer 6 heures à rouler, mais je me sens beaucoup plus productif sur mon vélo que sur mon bureau. Ça n'engage que moi. Après, il y a quelque chose que tu as dit qui est fort et c'est vraiment vrai. Il faut aimer ce qu'on fait. Moi, en commençant ce projet, je ne pensais pas que j'allais être approché pour faire un dessin animé, pour après travailler à Radio-Canada Sport, pour après faire une bande dessinée. Je ne pensais pas aller juste faire tout ce qu'on me propose. Là, je ne pensais pas juste faire mon petit documentaire, montrer ce que je voulais faire, et puis c'était ça. Je ne pensais pas que ça allait être aussi huge, qu'il y avait autant d'intérêt dans ce que je fais. Donc, du coup, c'est sûr que sur mon vélo, j'ai le temps de penser au scénario, voir le producteur, penser au stratégiste, au chef de monétisation, voir comment on va faire, trouver des idées pour la BD, trouver des histoires pour le dessin animé, repenser à la scène qu'on vient de tourner. Je me sens également productif en dehors, mais
je fais un peu comme Maud et un peu comme Brian aussi. Je me fixe sur mon Outlook. Là, je me mets à 20 minutes avec moi. Je me mets à 20 minutes avec moi où je suis dehors dans le parc. Je fais tourner mon drone. J'essaie de penser qu'à moi, qu'est-ce que j'ai fait, d'être productif. Et il y a un truc que je fais aussi le matin, vous testerez. Quand le réveil il sonne, vous l'éteignez et vous prenez 10 minutes pour planifier la journée. C'est quelque chose que j'ai découvert et en fait, ça orchestre tout. C'est comme Émilie le disait au début, la santé mentale, c'est un muscle, c'est un mécanisme, ça se travaille. C'est comme mes exercices de respiration. Qu'est-ce que je vais faire au sol? Non, ça vient pas. Non, ça vient pas. Mais à force de faire, à force de faire, à force de dire, à force de faire, ben, j'ai commencé à avoir des… Ah ouais, j'arrive à me calmer. J'arrive à être calme. J'arrive à être moins stressé pendant une rencontre avec Apple TV. C'est quelque chose que je suis en mesure de faire maintenant. Puis vu que j'ai vu que ça marchait, bah, vous savez comment ça se passe après. Hein. Dès que ça marche, vous voulez encore plus expérimenter, voir, connaître. Je peux encore arriver à l'hypnose, mais c'est des choses que oui, ça se travaille et ça m'amène beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Oui, Amélie, je crois que tu voulais enchaîner. Oui, bien, si je peux me permettre de construire là-dessus, ce que Xavier, Dragan et Maud nous disent depuis un moment, c'est que l'équilibre est important. Puis, il n'y a aucun athlète qui s'entraîne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La récupération fait autant partie de l'entraînement que la préparation elle-même. Et c'est super important d'avoir des périodes de récupération justement pour maintenir cet équilibre-là, pour maintenir notre santé psychologique, que ce soit justement de la planification du temps, que ce soit passer du temps avec les gens qui sont significatifs pour nous, passer du temps à l'extérieur, en nature. Je pense qu'il faut que chacun trouve sa façon de gérer son énergie. Hein. L'énergie, c'est comme une bonbonne d'oxygène qu'on aurait, hein, puis à force de l'utiliser, à force de la dépenser, ben, notre bonbonne diminue, elle s'épuise. Ben, à un moment donné, il faut la remplir. Puis bien sûr, on la remplit avec une bonne alimentation, une bonne hydratation, un bon sommeil. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, des stratégies de récupération passive, c'est-à-dire qu'on a juste à le faire, puis on récupère, mais c'est à chacun d'entre nous aussi de mettre des stratégies de récupération actives en place. Donc, de trouver nos façons de récupérer, que ce soit justement aller prendre une marche, que ce soit de sortir dans le parc avec notre drone, etc. Donc, d'inclure ça dans notre horaire, c'est super important. Moi, ça me parle beaucoup, ce que vous dites. C'est super intéressant, puis on a vraiment eu des beaux échanges aujourd'hui, puis il y a plusieurs stratégies aussi qui ont été partagées là, pour prendre soin de leur santé mentale. Je vois que justement, 1 heure arrive, je vois aussi le taux de participants qui diminue un petit peu, fait que je me suis dit qu'on pourrait enchaîner avec quelques questions qu'on a eues dans le chat. Fait que je vais poser les questions, puis n'importe qui, vous pouvez enchaîner et embarquer. Une qui était au niveau de l'orientation. Je prends soin de ma santé mentale pour performer, n'est pas à double tranchant parfois, dans le sens où c'est dangereux que la carotte reste encore et toujours la performance plutôt que l'équilibre de vie. Donc, ce que j'en comprends, c'est est-ce que c'est possible de trouver un équilibre entre la performance et la santé mentale, selon vous? C'est une bonne question, mais c'est compliqué parce que une personne comme moi, je suis constamment à la recherche de performance. Je veux constamment être meilleur, je veux constamment à performer, je veux constamment avancer. Alors, c'est très dur de jongler, elle a raison, ce qu'elle dit, c'est très, très dur à jongler entre les deux. C'est pour ça que je me mets des freins avec des Google Calendar pour me dire, là, tu dois arrêter. Parce que sinon, tu vas plus être productif, ça ne va servir à rien ce que tu es en train de mener. Donc, c'est très complexe pour une personne comme moi d'avoir un juste équilibre. Je le reconnais, c'est très, très, très compliqué, surtout quand vous êtes dans un milieu que vous découvrez, les sports que je fais, passer derrière une caméra, monter un film, écrire une BD ou faire un dessin animé, écrire un livre, c'est des choses que je n'avais jamais fait. Donc, vous voulez connaître, vous voulez savoir, vous voulez emmagasiner, vous en voulez. Et c'est vrai que c'est très, très dur des fois à faire un parallèle pour ma part, je trouve. De mon côté, c'est un peu… Au niveau de l'horaire, j'essaie, mettons, moi, je me prends un moment, puis ça l'aide au niveau de…
la préparation, ça l'aide à faciliter le tout. Là. Des fois, quand j'ai comme trop de choses à penser en même temps, je trouve ça assez difficile. Là, fait que je prends la peine, mettons, de tout mettre ça sur papier dans le calendrier, mettons, mes jours de la semaine, puis ça l'aide, disons, à atténuer le tout. Puis sinon, pour trouver après ça l'équilibre à travers ça, parce qu'il y aurait comme en théorie infini de travail possible. Là. Donc, on pourrait travailler juste à l'infini. Mais à un moment donné, c'est de voir aussi qu'est-ce qui est pertinent, puis à quel moment je me sens efficace, puis ce que je fais est vraiment pertinent, puis a de la valeur. Puis je sais que c'est peut-être pas la bonne méthode, là, mais généralement, je vais y aller jusqu'à temps que je sois épuisé et que je me sente plus efficace. Mais je pense que le moment de relâcher un petit peu, de prendre une petite pause, là, puis à soir, je ne travaillerai pas, là, puis je vais me reposer parce que des fois, je le sens là, que tu commences à créer un peu une dette pour le lendemain, puis les jours d'après, si tu commences à pousser un peu trop loin. Là, donc, Oui, c'est un peu comment je me sens à ce moment-là. Là. Puis des fois, pas le choix. Là. Ce qui doit être fait, là, mais généralement, dans la mesure du possible. Là. Puis des fois, il y a une petite fenêtre d'opportunité qui se présente. Là, je peux prendre ce chill là, ces jours-là, mais j'essaie d'en profiter parce que c'est pas toujours possible. Là. Donc, j'avoue, moi, personnellement, c'est un peu au jour le jour. Puis des fois, c'est un peu... je vais demander, hey, on va-tu grimper dans 15 minutes? Puis là, je n'ai pas tout le temps de réponses favorables, mais c'est ça. Mais j'essaie de prendre une couple de petites minutes là, pendant que je mange. OK, je suis prêt, pas prêt, on y va-tu? Oui, ça revient à connaître nos limites personnelles. Puis dans les périodes où on commence à tomber sur notre réserve d'énergie, ben c'est là d'être capable de s'arrêter justement puis de prendre du temps pour soi. Amélie, je vois que tu hoches la tête. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que tu résumes très, très bien. Puis je pense que le parfait équilibre, là, le 50-50, je ne pense pas que le parfait équilibre existe. Chacun a son équilibre. Il y en a comme Dragan qui vont donner un gros boost, puis après qui vont se reposer. Il y en a qui vont être plus constants. Ça revient à la connaissance de soi. Comment est-ce que nous, on gère notre énergie et qu'est-ce qui est mieux pour nous? Puis pour l'équilibre, justement, entre le bien-être et la performance, ben pour moi, c'est pas exclusif, cette affaire-là. C'est pas juste de la performance ou juste du bien-être. Les deux sont nécessaires. Il faut être bien dans ce qu'on fait. Puis, je sais que dans le chat, j'ai vu passer un débat sur la définition de la performance. Bien, chacun a sa définition de la performance. Puis c'est de dire, bien, OK, qu'est-ce que moi, je veux atteindre? Comment moi, je veux m'accomplir? Puis pour ça, bien, pour moi, c'est ça la performance. Tu sais. Chacun va avoir sa définition tout à fait différente les uns des autres. Mais je pense que pour s'accomplir, pour atteindre nos objectifs, bien, il faut aussi être bien. Donc, c'est deux choses qui se travaillent en parallèle, la performance puis le bien-être. Pour moi, ce n'est pas deux choses qui s'excluent. Mm-hmm. Il n'y a pas de solution toute faite, adaptée il n'y a pas de recette magique au fait quand on parle de santé mentale ou de performance. Il y a une question aussi qui s'adresse peut-être un peu plus à toi, Amélie, dans le chat. On demande si c'est possible, comme pour la préparation physique, de quantifier une progression suite à un suivi mental pour des sportifs auprès des professionnels. Donc, est-ce que ça se quantifie, ce progrès-là? Oui. Bien, tout à fait, tout à fait. La préparation mentale, c'est une science, tout comme la préparation physique, la kinésiologie, etc. Donc oui, on peut la quantifier. On a des outils pour le faire, que ce soit des tests psychométriques, par exemple. Donc, on peut avoir une mesure avant, une mesure après, etc. Mais je dirais que des fois, la meilleure mesure, c'est notre propre ressenti, c'est notre propre perception. Est-ce que la personne elle-même a l'impression d'avoir changé, de voir des bénéfices? Donc oui, c'est quantifiable, mais c'est aussi qualifiable. Oui. Bien, merci à ce niveau-là. J'aurais une question qui s'adresse aussi peut-être plus à Dragan, donc pour les entrepreneurs et même Xavier. Donc, pour les entrepreneurs, avez-vous un coach ou un mentor ou seulement les deux, quelqu'un pour vous accompagner, dans le fond? Ou seulement un des deux, pardon? Souvent, comme moi personnellement, c'est un élément qui m'a beaucoup aidé là, à avoir quelqu'un avec qui pouvoir échanger et qui comprend nos défis aussi. Là, des fois, c'est pas évident.
dans mon contexte, d'échanger avec c'est quand même très spécifique là, dans une entreprise comme la nôtre. On fonctionne avec des rondes de financement, des investisseurs, c'est vraiment. Fait avoir la chance d'échanger avec quelqu'un qui comprend bien ce qu'on vit, ça l'aide beaucoup. Puis moi, j'avais un coach, un mentor particulier qui m'a énormément aidé non seulement au niveau de la santé mentale, mais aussi à me développer comme entrepreneur et de devenir meilleur. Puis, coach, mentor, des fois, la nuance peut être assez. Ça peut être assez gris comme zone, la personne ne se place où. Mais essentiellement, pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu peux être le plus transparent possible, puis parler sans fil, puis dire vraiment ce que tu vis sans aucune. C'est de cette façon-là. Être capable d'avoir quelqu'un avec qui tu peux te montrer le plus vulnérable possible, c'est de cette façon-là que la personne peut le plus t'aider aussi. Donc, moi, ça a été, je ne sais pas si c'est coach, on dit mon lead coach, ça a été quelqu'un qui m'a énormément aidé. Mais des fois, même juste une personne, ça te montre juste une facette des choses. Puis, c'est sûr, j'avais quelques autres personnes avec qui je pouvais échanger un peu. Puis, je trouvais ça intéressant parce que c'était très rare que c'était tout le même point de vue. Quasiment à chaque fois, c'est tout différent. Puis, à partir de ça, tu fais ta propre opinion. Puis, donc, c'est plusieurs coachs et mentors de mon côté. Xavier, je ne sais pas toi qui t'aide dans ce que tu fais. En fait, le début de ta réponse est très, très bon. C'est très complexe. J'ai trouvé ça complexe de trouver une personne qui est dans ton expectative, dans ta perception des choses, qui arrive à comprendre jusqu'à où tu peux et tu veux aller. J'ai trouvé ça, c'était compliqué au début, mais je pense que d'échanger avec les personnes avec lesquelles j'échange sur les différents projets, c'est plus ça qui me drive en termes pas forcément de coach ou mentor, de savoir que lui a déjà réalisé ça, que lui a déjà fait ça, que ça m'a beaucoup aidé et réconforté, mais je n'ai pas encore réussi à trouver une personne dédiée. OK, j'ai des coachs pour la partie sportive, mais en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas encore réussi à trouver un mentor. Je m'inspire de différentes personnes. J'aime beaucoup Jay-Z, j'adore LeBron James. Il y a des personnes sur lesquelles je me retrouve beaucoup, mais je n'ai pas encore réussi de trouver une vraie personne qui arrive à comprendre ce qui se passe là-dedans. Et c'est toute la difficulté, comme le dit si bien je crois que c'est Amélie qui en parlait, parce qu'on a tous des perceptions du mot performance, à savoir comme toi, savoir de la rigueur sur du long terme, ou comme tu l'as très bien dit, Dragan, impacter positivement. Moi, de la performance, je le quantifie beaucoup en chiffres, peut-être un petit peu parce que j'étais un sportif, mais peut-être aussi comme Maud peut aussi le définir en termes de performance. Moi, je le définis beaucoup en termes de chiffres, en termes analytiques. De la perf, c'est quand j'ai réussi à atteindre ça, c'est quand j'ai réussi à faire ça, c'est quand j'ai réussi à faire ça. Donc, la difficulté à trouver un coach, un mentor, pour moi, se situe à trouver une personne qui arrive à comprendre vers quoi je veux tendre. Ouais. Puis, deux trucs que ça m'a fait penser. Là. Le premier, ce que tu as mentionné, de parler pour rencontrer quelqu'un, pour t'aider, pas nécessairement un coach ou un mentor, quelqu'un qui vit la même chose que toi. Moi, de mon côté, parmi les échanges les plus intéressants que j'ai eus, qui aident le plus, c'est parler à d'autres entrepreneurs. Ouais. On vit des défis, même si on est dans des compagnies complètement par rapport, on a souvent des défis qui se rejoignent beaucoup. Donc ça l'a énormément aidé. Puis l'autre point par rapport à avoir quelqu'un avec qui pouvoir développer cette relation, puis s'aider. Vous avez moi de quoi quelque chose qui a aidé justement à développer cette relation-là. Ça l'a été de se prévoir, même si on avait comme rien au menu, rien à l'agenda, c'était juste d'avoir comme une rencontre assez récurrente pour ne pas avoir à faire de catch-up sur ce qu'on vit récemment, mais d'y aller vraiment au moment présent. Puis petit à petit, mais quand la personne en sait plus, puis que tu n'as pas besoin comme de faire de rattrapage, qu'est-ce qui s'est passé récemment et tout. Donc, même si c'est un 15 minutes, une demi-heure à chaque semaine qui est comme sidulé avec une personne pour aider. Moi, c'est comme ça. Au début, ça a commencé comme ça, puis après ça, on a commencé à échanger davantage. Puis c'était comme une période pour que la personne, on se connaisse plus l'un l'autre. Puis c'est de cette façon-là que la personne a pu aider davantage. Fait que peut-être mettre une genre de... forcer une genre de discipline, parfois, ça peut aider. Des fois, c'est peut-être pas la bonne personne. Mais moi, personnellement, c'est quoi qui a aidé là, de prévoir d'avance la personne qui aide, des rencontres. Puis comme ça, quand la personne
Oui. Intéressant. Je profite de vos échanges là, tu sais, pour dire l'importance de, oui, avoir coach, mentor, mais aussi un cercle social dans lequel aller chercher Ouais. du soutien pour nous appuyer, là, autant dans n'importe quelle carrière. C'est important de venir satisfaire ce besoin d'affiliation sociale-là. J'en profite aussi pour inviter les participants qui restent. Si vous voulez poser d'autres questions, on va pouvoir en poser quelques-unes de plus à nos panélistes. Mais juste avant, je veux vous partager une étude qui est actuellement en cours, qui est dirigée par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke en partenariat avec Mangrove, la Fabrique Agile et Continuum. Le but, c'est de faire un portrait de la santé mentale des entrepreneurs au Québec. Donc, on s'adresse aux entrepreneurs installés au Québec qui ont 18 ans et plus afin de proposer des interventions qui vont être ajustés à leurs besoins et leurs enjeux. Donc, c'est le moment justement de venir participer, de venir bien identifier c'est quoi vos besoins pour qu'à travers le projet qu'on porte, qu'on puisse vous proposer des bonnes interventions qui vont répondre à vos besoins. Ça prend environ 20 à 30 minutes pour le compléter en ligne. On peut prendre des pauses entre aussi, mais on a besoin d'entrepreneurs encore au niveau pour remplir ce questionnaire-là. Je crois que le lien va vous être partagé dans le chat à l'instant par une de mes collègues. Oui, c'est ça. Fait que pour les intéressés, vous l'aurez. Sinon, on va le repartager là, sur les pages de nos réseaux sociaux. Il me restait encore une question qui vient d'être ajoutée. Donc, je vous poserai la question suivante. Je me demandais si la performance est une valeur qui nous nourrit ou si ce n'est pas plutôt la réussite, l'accomplissement et la fierté qui viennent nous nourrir. Oh, Oui, Maude, je ne sais pas si tu veux c'est bon ça. ouais, c'est bon ça. Parce qu'encore là, ça vient à définir c'est quoi la performance. Peut-être que ma définition de performance est différente de celle de Dragan puis celle de Xavier. C'est sûr que moi, dans mon champ, je m'entraîne en vue d'une compétition, puis je m'entraîne dans le but d'avoir des résultats à cette compétition-là. Est-ce que si je n'ai pas les résultats escomptés à cette compétition-là, ça veut dire que tout le travail que j'ai fait a servi à rien? Ben moi, personnellement, non. Peu importe ce qui s'est passé à la compé, ben, j'ai appris des choses, j'ai appris des tactiques. Il y a des choses que j'ai fait puis que je referai pas. Il y a des choses que j'ai fait que je vais refaire parce que définitivement, ça m'a aidé. Fait que dans le fond, ça devient à quoi la performance? C'est d'avoir un résultat, c'est d'avoir tout le temps un résultat qui augmente ou c'est d'apprendre des choses, c'est d'apprendre des mécanismes de défense, d'apprendre à gérer son stress. Ça dépend vraiment, je pense, à chacun, c'est quoi leur définition même de performance. Puis ça fait le pont avec un commentaire qu'on a eu d'une art-thérapeute là, dans le chat qui dit quand on fait une erreur dans notre dessin, on ne le présente pas comme une erreur, mais vraiment comme une occasion de créer ou d'adapter notre parcours. C'est la même chose que tu viens de mentionner, au fait, autant au niveau de l'haltérophilie. Vous, au niveau des entrepreneurs, par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, même Amélie, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas évident à répondre, ça, c'est sûr. Mais c'est un peu une bonne question, là. Ah ouais. Un peu la façon que j'appelle ça, c'est un peu qu'est-ce qui nous pousse à se dépasser. Je sais pas trop si. En tout cas, je serais pas trop. C'est le sentiment. Je pense, moi, de mon côté, un peu ce qui me pousse, je pense que ça vient surtout de l'intérieur. Là. C'est comme, je sais pas pourquoi, là, mais je me suis posé un défi moi-même là, d'être en mesure de réussir ça. Donc, je sais pas, je pense que c'est de. Je sais pas, des fois, c'est de prouver à moi-même que je suis capable d'y arriver. Là. Donc, j'ai un peu de difficulté. J'essaie de voir un peu. Oui, c'est dépassé. C'est sûr qu'à travers tout ça, Maud l'a mentionné, là, oui, il y a l'entreprise, mais il y a moi personnellement à travers ça. Là. C'est sûr que je pourrais difficilement penser à quelque chose ou une job à travers laquelle je pourrais apprendre plus vite que je le fais en ce moment, là, de tous les côtés, le côté humain, financier, technique, développement des affaires. Donc, c'est sûr que si j'avais le sentiment que je ne m'améliorerais pas, je trouverais ça vraiment difficile. Là. Ça me craindrait moins qu'en ce moment, je sens avoir gagné de la confiance puis m'être développé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. En plus de l'entreprise continue de se développer. Là. Donc, je ne sais pas, toi, Xavier, comment tu vois ça? Ben, je ne sais pas comment vous allez prendre ma réponse, mais moi, je suis assez je viens du monde du sport, donc
J'associe beaucoup performance à résultat, mais avec l'entrepreneuriat, j'ai découvert aussi le gain que je pouvais gagner. Donc, comme tu le dis très bien, sur ma personne, je pensais pas que je pourrais avoir tout ce calme que j'ai gagné ou me développer dans l'écriture ou me développer même devant une caméra. C'est des choses que j'associe aussi à la performance, mais pour être très franc, j'associe beaucoup performance, résultat, réussite. Ouais, c'est les trois choses qui galvanisent et qui me font avancer aussi. Je pense que la santé mentale, parce qu'on est bien dans le thème, empathie, si à un moment donné, on ne voit pas de résultats. Mais comme a très bien dit Maud, qu'est-ce que c'est pour toi les résultats? Donc, toute cette complexité, et on revient à Amélie à dire, se connaître soi. Moi, je sais que j'ai besoin de ça pour avoir le sentiment d'avoir le sentiment d'avancer. Oui, il y a les résultats, mais maintenant, j'inclus le côté Xavier, moi, qu'est-ce que j'en ressors, qu'est-ce que j'ai gagné, comment je me sens personnellement, qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais pouvoir retransmettre. C'est ça, dans le côté actuellement entrepreneur, athlète qui m'intéresse à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas que la partie chiffres et résultats, il y a aussi que ça rayonne autour de moi. Ouais. Puis quand tu vois, c'est très subtil. Hein. Quand je reçois un message d'une personne qui a acheté un vélo, puis lui aussi qui s'est lancé un défi, qui était aussi qui avait des problèmes de poids ou qui avait des problèmes d'anorexie, et puis qui a acheté un vélo durant le confinement avec un home trainer, ben, je me dis, OK, Xavier, t'impactes. C'est ça pourtant, il n'y a pas forcément de résultats, mais j'impacte autour de moi et c'est ça qui m'intéresse. Quand je vois un garçon black qui me dit, je suis allé à la piscine tout seul, j'ai fait mes longueurs, bah OK, je comprends, j'impacte. Ce résultat-là, il n'est pas forcément visible dans les chiffres, mais à un niveau personnel de satisfaction, ouais, il est là. Ouais. Il y est vraiment, ouais. Donc, pour ma part, ces trois choses-là sont très liées et je rajouterai aussi l'aspect personnel. Moi, ça me parle beaucoup de motivation, tout ça. Ben oui. Ouais. On le sait qu'il y a différentes sources de motivation, différents types de motivation. Puis on sait aussi qu'il y a des gens qui vont être motivés de différentes manières. Il y en a pour qui les résultats, c'est ça qui les drive, c'est ça qui les motive. Ils aiment voir la croissance, la progression, etc. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont être motivés par l'aspect de s'améliorer, l'aspect de se dépasser, de repousser leurs limites. Ben, encore une fois, ben, je pense qu'on se répète, mais ça revient à connaître qu'est-ce qui me drive moi, puis est-ce que j'ai ces ingrédients-là dans ma vie? Si c'est les résultats qui me drivent parce que ça me donne un feedback sur où est-ce que j'en suis, bien, tant mieux, on va s'assurer qu'on ait ce feedback-là dans notre quotidien. Puis si c'est le sentiment de fierté puis d'accomplissement, bien parfait, comment je peux le trouver, ce sentiment-là, dans mon quotidien pour qu'il vienne me nourrir et qu'il maintienne ma motivation, qu'il garde ma flamme allumée. Donc, on revient à ça. Moi, c'est ça ce que tu dis, Amélie. Puis, si tu prends les choses un petit peu comme Dragan, moi ici, je suis un immigré, donc je suis français, je suis arrivé ici en 2017. Donc, tu te doutes bien de maîtriser quelque chose que je n'avais jamais fait. Du vélo, de la course, nager, je le connaissais, mais je n'avais jamais pratiqué à haute intensité. Écrire un livre, faire des conférences, monter un documentaire, enfin, c'est des choses sur lesquelles je n'avais jamais, pour être très franc avec toi, pensé faire. Je pensais rester dans ma petite finance de marché et puis continuer mon chemin de trader à la Banque nationale. Et c'est important pour moi de savoir où j'en suis, donc je suis obligé un petit peu de le quantifier. Est-ce que devant la caméra, je m'améliore? Est-ce que justement, dans mes courses de vélo, je suis beaucoup plus… Oui, j'ai eu de la perte de poids parce que ça se ressent. Donc, dans quelque chose de novice, ouais, les résultats pour moi étaient vraiment importants. Ouais. Oui. C'est super intéressant, là, toutes vos réponses aux questions. Je pense que je pourrais en poser une autre. Tout au long, au fait de la table ronde, le chat a été extrêmement actif. Fait que je suis contente de voir que notre discussion, les sujets qu'on a abordés, suscité des réactions puis que les gens ont pu interagir ensemble dans le chat. C'est beau à voir. C'est super plaisant pour nous en tant que comité d'organisateurs puis vous, en tant que panélistes, de voir que vous avez une portée au niveau de votre discours. La question que j'aurais à vous poser, qui est encore une question quand même challengeante, donc, est-ce que vous considérez vivre sous la performance dans les autres sphères de votre vie ou, si oui, c'est quoi vos approches pour cela? Moi, personnellement, pas mal tout le temps, là, que ce soit dans… Je suis rarement rassasié de ma performance, que ce soit… en sport, en des niaiseries, à job. C'est comme deep dans moi, là, je veux tout le temps me dépasser plus loin. Des fois, c'est sûr que
c'est un peu c'est à double tranchant là, parce que, mettons, le gap entre l'expectations et la réalité, c'est ça qui vient, j'imagine, driver un peu le bonheur en quelque sorte, là, mais au bout de la ligne, je suis quand même assez intense dans tout. Mais c'est ça, je pense que ça fait partie de la personnalité. Là. C'est ça. Mais c'est bon, c'est moi. Je pense pas que c'est nécessairement une bonne chose, mais dans les différentes sphères de la vie, autant qu'en business que dans le personnel, là, que dans les sports. De ton côté, Maude, la performance, est-ce que c'est juste en tant qu'athlète ou ça se focus dans d'autres sphères de ta vie? Non, définitivement, je suis perfectionniste et je veux être je veux être la perfection partout. J'ai fait d'autres sports avant, puis je me suis rendue loin parce que j'étais perfectionniste, parce que, même en faire à l'école, je veux des bonnes notes, je veux que mes travaux soient impeccables, je vais essayer d'autres chants, le piano, la peinture, je veux que ça soit impeccable. C'est vraiment, je vais jouer à des jeux de société, je suis hyper mauvaise perdante. Mais je pense que ce qu'on m'a dit dernièrement, c'est de pratiquer le laisser-aller. Que tu ne peux pas être parfait partout. On est toujours en apprentissage, on est toujours en perfectionnement. Fait que, d'accepter qu'on apprend, on s'adapte, etc. Puis que tu ne peux pas être bon partout, même si tu voudrais être bon partout dès la première fois. Fait que, oui, définitivement, je suis perfectionniste dans tous les champs. Mais c'est ça, faut laisser aller des fois, même si on est déçu d'avoir de ne pas donner autant de temps à quelque part que autant de temps dans un autre, mettons, la famille, les amis, ben, tu sais, faut laisser aller certains points, il faut laisser aller, tu peux pas être bon partout. Ouais. C'est un super bon point que tu amènes, Maude. Puis tu sais, justement, le laisser aller, c'est un élément à travailler fort. Mettons, je déçois quelqu'un parce que je suis en retard, whatever, là, ça vient me chercher. Là, je suis supposé être genre, un super bon ami là, pour la famille aussi, être présent, puis tout, puis c'est important. Mais justement, des fois, on ne peut pas être parfait partout. En fait, c'est sûr que c'est impossible, puis il faut accepter des fois que ça ne peut pas être parfait, puis s'enlever un peu de pression à ce niveau-là, puis c'est pas évident. Ouais, c'est terrible. C'est terrible, ce sentiment, il est fou. Il est complètement fou. Je te rejoins, Maud. On peut faire un trivial poursuite, on peut jouer aux dames, aux échecs, tant que j'ai pas gagné, je veux te dire, on en fait une. On en fait une. C'est terrible, ce sentiment-là, et je vous rejoins tous parce que je suis pareil. Je suis pareil, que ce soit à faire de la cuisine, que ce soit à courir, nager, et puis j'ai fait beaucoup de sport, du tennis, de la boxe, du ping-pong, du basket, du volley, du rugby, du handball, la natation, courir. Enfin, je suis assez calé en pas mal de sports. Et on m'a posé la question, Xavier, est-ce que tu fais pas de la bigorexie? Donc, je suis allé vérifier qu'est-ce que c'était de la bigorexie. Complètement, je pense que je suis dans la bigorexie. Mais je suis dans la bigorexie dans tout. Et tu l'as bien dit, Dragan, c'est extrêmement dur à contrôler. Ce sentiment d'avoir le besoin de créer toujours une réussite, de performer dans tout ce qu'on fait, comme elle dit Maud, de bonnes notes. J'ai dit, on peut jouer au trivial poursuite, puis j'ai de la chance de voir une bonne culture générale. Si je ne la trouve pas, attends, repose-la. Donc, c'est plus jeune, ça me nuisait, mais là, je développe pas encore la technique du laisser-aller, là, je suis pas encore entré là-dedans. Mais ouais, je suis complètement. Alors, est-ce que l'associer à compétition, est-ce que l'associer à dépassement de soi, je sais pas, mais clairement, ouais, dans toutes les sphères de ma vie, peut-être pas le côté sentimental, mais dans toutes les sphères de ma vie, ouais, j'essaie d'être le plus prompt et le plus fort possible. Ouais. C'est complètement fou, ce sentiment-là. Là. Il nous restait une petite dernière question. Oh, pardon, Mylène, si tu me permets. Ben oui, vas-y. Je rejoins ce que les autres panélistes disaient. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine, puis c'est un trait de personnalité des grands performeurs, peu importe leur domaine, c'est qu'ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont élevés par ce besoin de s'accomplir, de se dépasser, peu importe le domaine de leur vie. Puis ça peut être lourd à porter à certains moments, mais ça peut être une très, 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 très belle force qui va faire en sorte que justement, ils vont réussir, peu importe ce qu'ils vont entreprendre.
Donc, il Ouais, faut mais le voir comme une force, puis il faut faire attention à l'envers de la médaille aussi, attention à l'épuisement, par exemple. Donc, mais du coup, Amélie, c'est quoi la step? Parce que moi, je vois que ça a pu me nuire dans ma vie sentimentale à pouvoir mettre les choses de côté ou même l'accompagner avec qui j'étais et puis rester dans mon truc parce que j'ai envie. Mais bon, j'ai 35 ans, c'est quoi le stop? Je me suis dit, OK, je voulais aller en Amérique du Nord, je vais en Amérique du Nord. OK, je voulais être trader, OK, j'étais trader. OK, je voulais faire un documentaire, OK, je fais un documentaire. Puis, ça va s'arrêter quand, ce truc-là? Est-ce qu'il y a une fin à tout ça ou ça s'arrête jamais? c'est une bonne question. Moi, je pense que tu es la seule personne qui peut répondre à ça. Non, je me disais, en ayant une famille, ça va se calmer, mais même en essayant d'avoir une copine et une famille, non, parce que même pas, je reparle dedans. Et c'est ça la question que je me posais. Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que, paf, ça, là, on pratique la technique un peu du mot, de laisser aller, ou qu'est-ce qui fait que ça va s'arrêter ou se diminuer ou s'amoindrir du moins, s'apaiser? Ben, ça dépend. Est-ce qu'on veut que ça s'arrête ou est-ce qu'on est dans ça? Tu sais, Ne moi, me dis pas, je pense ne que me dis pas ça. de se dépasser puis d'avoir des projets, il ne faut pas oublier que c'est aussi un signe de bonne santé psychologique Mhm. de s'investir dans nos projets, de retirer du plaisir à se dépasser. Donc, est-ce qu'on veut que ça s'arrête? Puis il y a des moments, je pense, dans notre vie où on voudra que ça ralentisse, certainement. Mais ça, c'est à chacun, je pense, de vraiment le définir puis de dire ben, OK, je prends une pause ou tiens, j'ai un autre projet puis je m'investis là-dedans. OK. OK. Bon. Comme dit la personne dans le chat, ça s'arrête à ta mort, Xavier, continue. OK, bon, OK. Oui, mais ça OK, revient à Hélène. connaître nos limites personnelles aussi. Puis, tu sais, c'est correct d'être ambitieux puis d'aller justement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ou qu'on se donne personnellement. Fait que c'est tellement propre à chacun. Et il restait une question dans le chat qui était plus au niveau de la conciliation travail-vie personnelle. Donc, Dragan, tu avais mentionné de vraiment de prévoir une plage horaire fixe dans ton agenda pour prendre du temps avec ta famille. Je ne sais pas, de vos côtés, c'est quoi les stratégies, les solutions que vous pourriez partager là, aux participants qui restent avec nous en ce moment? Euh, Moi, de mon côté, il y avait aussi, je suis vraiment privilégié. Là, la femme que j'ai là, qui m'aide à accomplir tout ce que je fais, puis quand même un peu vu assez tôt dans quoi qu'elle s'est embarquée avec moi. Puis, mais je pense que c'est ça. Je pense, de mon côté, elle, personnellement, m'aide beaucoup dans ce ballon-là. Puis, elle fait aussi personnellement des sacrifices pour permettre de faire ça. Puis, c'est sûr que si je vois pas, ça peut dire à s'imaginer, mais si ça avait été quelqu'un d'autre, je suis conscient que ça serait pas mal difficile si dans la famille, le monde s'entend pas sur ce que ça représente comme implication. Par exemple, dans ce cas-ci, être entrepreneur. Puis moi, de mon côté, je suis justement privilégié d'être avec, d'être avec quelqu'un qui le su dès le début, puis qui m'appuie dans tout ça, puis ça l'aide justement à concilier le tout. Là. Puis j'essaye le plus possible, je travaille quand ils dorment, le plus possible, puis essayer le moins possible d'avoir d'interférence avec la vie familiale, mais c'est sûr qu'il y a des. C'est sûr que ça en prend plus que si j'avais un job conventionnel. Donc, je pense qu'il y a une certaine forme d'acceptation que ce ne sera peut-être pas aussi équilibré que ça pourrait l'être de façon optimale, mais de faire de son mieux puis d'accepter quand c'est pas parfait, même si des fois ça vient me chercher quand c'est pas aussi parfait que je le souhaiterais. Là, ça aussi, ça fait partie de rechercher la perfection aussi dans l'équilibre, mais je pense que c'est difficile puis accepter que c'est pas tout à fait parfait. Okay. Mais ça vient avec une autre question qui a été ajoutée là, à la dernière minute. Est-ce qu'on est toujours en mode performance, mais à intensité variée, donc grande intensité en performance travail ou sport et intensité légère en performance repos, récupération, temps de famille? Donc, je comprenais tantôt, Xavier, que toi, c'était pas mal dans toutes les sphères de ta vie que tu étais assez intense, performant. Même chose. Ouais, ça. Pour moi, pour ma part, contrairement à toi, Dragan, moi, ça. Depuis maintenant une dizaine d'années, je nourris ça, où ça a brisé beaucoup, ça a beaucoup affecté ma vie sentimentale. Je ne sais pas si c'est une maladie ou cette envie, cette quête de devoir toujours avancer. Je ne te dis pas que j'ai pas d'amis, hein. J'ai quand même des amis, mais sur la partie privée sentimentale, ouais, je ride souvent seul
bien que j'ai le cœur ouvert, je suis pas en train de passer une annonce à toutes les dames, hein, soyez rassurés. Mais c'est vrai que je ride beaucoup malheureusement seul. J'avais malheureusement, la dernière personne que je fréquentais était médecin, donc c'est compliqué d'avoir un équilibre entre un docteur gynéco et puis moi. C'était compliqué, mais c'est la seule sphère de ma vie où je souhaite la travailler, l'aspect personnel, parce que je suis convaincu que le privé et le personnel aident dans la santé mentale. J'en suis convaincu. Je sais que ça, c'est une force en plus que je pourrais avoir si j'ai quelqu'un à côté de moi puissant qui croit en moi. J'en suis convaincu. Maintenant, il faut que je lui laisse de la place aussi. Il faut que je lui accorde du temps. Et c'est des choses que je n'arrive pas forcément à maîtriser dans le cheminement que je suis actuel. Mais même depuis 5-6 ans, ouais, c'est avec tout ce que je mène dans ma vie comme projet, etc. C'est la seule sphère de ma vie où j'ai beaucoup de mal, pour être très franc avec vous. C'est la seule sphère de ma vie où j'ai du mal, ouais. Pour être très franc, je vous dis clairement, j'ai du mal, ouais. Merci pour ton authenticité. Puis c'est important quand même de le préciser qu'il n'y a pas tout qui est tout le temps parfait, puis beau et équilibré partout. Tu sais, des déséquilibres, ça arrive à tout le monde. Fait que merci de nous avoir partagé ça, Xavier. Je ne sais pas si vous aviez d'autres éléments que vous vouliez apporter. Il nous reste peut-être un petit 2 minutes, là, sinon on va conclure au niveau de la période de questions qui a été allongée, d'ailleurs, en raison du grand dynamisme dans le chat, puis votre capacité à enrichir toute cette discussion-là. Moi, je dirais, je remercie les différentes personnes dans le chat parce qu'elles m'ont remise en question, mais les questions qu'elles ont données, elles étaient extra pertinentes. Je ne m'attendais pas à ce type de questions aussi poussées et en me mettant autant en phase, comprendre un petit peu comme disait Amélie, le côté perfection, est-ce que c'est de la réussite, est-ce que c'est de l'envie. Ça m'a même moi remis dans mes retranchements, donc je les remercie vraiment à tous les invités d'avoir joué le jeu et puis d'avoir posé des questions aussi pertinentes que ça. Ouais. Je ne m'attendais pas à des questions aussi touchy avec un tel degré. Ouais, bravo, bravo. Ouais. Puis je tiens à vous remercier vraiment personnellement, là, chaque panéliste, autant que vous nous avez dédié aujourd'hui pour avoir cette conversation-là. J'espère que vous en retirez autant satisfait là, que moi-même. J'ai vraiment apprécié animer cette table ronde-là avec vous. De notre côté, la semaine prochaine, on offre aussi gratuitement un atelier qui tente de démystifier la santé mentale et va donner aussi des outils à établir en mode préventif là, pour assurer un équilibre en matière de santé mentale. Donc, vous pouvez aller vous inscrire sur la page de Mangrove si ça vous intéresse. Sinon, on peut faire un dernier petit tour de table, là, les panélistes. Vous pouvez partager votre moment fort de cette table ronde-là si vous voulez. Il nous reste comme un petit 2 minutes. Je ne sais pas si c'est réaliste de le faire, là, mais... Moi, je trouve ça le fun de voir le parallèle à faire entre le sport des niveaux puis l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, il y a beaucoup de capacités mentales, de personnalité, de traits de personnalité qui se rejoignent énormément. Des mécanismes aussi qu'on se fait, des espèces d'attentes qu'on se crée, qu'on s'oblige nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment un beau parallèle à faire. Ouais. Pareillement, merci beaucoup là, de l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir d'être ici. Là. Puis comme Maud le mentionne, là, c'est vraiment intéressant là, le parallèle que vous avez observé là, justement au sein des entrepreneurs et des athlètes. J'ai clairement du chemin à faire à ce niveau-là là, pour l'entretenir activement. Là. C'est plus des trucs passifs, là, mais c'est un sujet super important là, qu'il faut, à défaut de trouver un meilleur mot, là, démocratiser, en parler davantage. Puis, merci encore de l'invitation. Puis, les autres panélistes, vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci aussi tout le monde pour vos super questions. Merci Mylène pour ton animation de main de maître. Merci de l'invitation aussi donc à faire le pont justement entre le sport de haut niveau, le monde entrepreneurial. Je pense qu'il y a énormément de parallèles à faire aussi. Puis, on a beaucoup abordé l'équilibre. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Une des problématiques qu'on voit beaucoup en ce moment, la pandémie oblige, là, c'est l'épuisement professionnel, mais on le voit aussi dans le monde sportif. Donc, je pense que cet équilibre-là, il est nécessaire en ce moment. Oui. Donc, merci dans le chat. Ça. Mais oui, puis je vois dans le chat démocratiser la santé mentale, c'est une question à tous, propre à chacun. Je suis très d'accord avec ça, puis je pense que c'est important de le mentionner.
Donc, Non, et puis j'ai aimé ton intervention dès le départ, Amélie, où tu démocratises vraiment bien l'aspect santé mentale. On pense que psychologue, dès que ça commence par psy, on pense que c'est problématique. Tu peux dire psychotique, psychologue, on pense que tout de suite, les gens ont quelque chose à là-dessus. C'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être, tout le monde peut aller voir un psychologue, et tu l'as bien dit. Même les grands vont voir des psychologues. Donc, c'est bien qu'on mette l'accent dessus. Donc, bravo à Mylène pour tu nous as fait ça comme un maître chocolatier, les interventions, etc. Bravo, rien à dire. Mais c'est bien aussi, je suis content d'avoir pu participer à quelque chose comme ça sur la santé mentale parce que c'est autant tabou dans le sport que je dirais l'homosexualité ou les problèmes raciaux. C'est autant important que ça et on met très peu l'accent dessus. Les fédérations ou les groupements, les organismes investissent très peu pour les athlètes là-dessus. C'est beaucoup aux athlètes de se construire par rapport à ça, je suis d'accord, mais c'est super important tant dans le monde entrepreneurial que dans le monde sportif, la santé mentale. Donc, j'ai été vraiment content d'assister à cet événement et puis on a eu une belle gang de panélistes, là vraiment, Maud, Amélie, Dragan, là, rien à dire. Bravo, merci à tous. Puis, on a pris la peine d'enregistrer la table ronde aujourd'hui. On va pouvoir le déposer. Donc, on va faire une relance à ce niveau-là sur nos réseaux sociaux si jamais vous voulez la partager dans vos réseaux respectifs. Donc, il est 1h30. On est rentré dans les temps. Merci encore une fois. Merci aux panélistes. Puis, au plaisir de vous revoir peut-être la semaine prochaine. Sinon, bonne continuité à chacun de nos panélistes là, dans vos activités respectives. Merci bien. Bye. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bye bye.